Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous pour parler de chant. Je vais vous parler d'un projet, d'une initiative locale qu'on déploie ici avec quelques collègues qui s'appelle le Hacker. Et puis on a pas mal parlé de diversité culturelle. Je vais vous parler d'une autre forme de diversité qui est la neurodiversité. Et en particulier, je vais vous parler d'autisme. Donc je terminerai par cette idée et ce paradigme de la neurodiversité à la fin. J'ai appelé cette présentation « Chanter pour être ensemble ». Et pourquoi je vous parle d'être ensemble ? Parce que c'est ce qui vient d'être dit, on a besoin en fait. C'est assez bête, ça peut paraître assez naïf, mais on est une espèce animale qui est éminemment sociale et qui a besoin de contacts sociaux avec les autres, qui soient suffisamment satisfaisants à la fois en quantité et à la fois en qualité. Et du coup, quand on n'a pas ces contacts sociaux de façon satisfaisante, c'est le problème de la solitude. Et c'est un véritable fléau pour la santé publique, en fait, la solitude. C'est vraiment perçu par l'être humain comme un danger pour sa survie. Donc la solitude, c'est un prédicteur très important de troubles de santé mentale, de troubles anxieux, de dépression. Et puis même au-delà de ça, c'est un déterminant assez important de la santé globale. Et en fait, on sait que de se sentir seul, ça a des impacts négatifs sur la santé qui sont comparables à fumer 15 cigarettes par jour. C'est des effets plus néfastes que la consommation d'alcool, que l'obésité, qui sont des grands problèmes de santé mentale, de santé globale, pour lesquels on a tout un tas d'actions de santé publique. Et par rapport à ça, on entend finalement un peu moins parler de la solitude en tant que problème de santé pour tout le monde. Alors que c'est en plus un problème qui est aussi prévalent, aussi fréquent que ceux que je viens de citer. Le problème qu'on a même, c'est que ça apparaît en plus comme un problème qui est de plus en plus fréquent, avec une prévalence qui augmente de façon assez dramatique dans nos sociétés. Par ailleurs, ce n'est pas un problème qui nous concerne tous de façon égale. On va voir dans un instant que il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres, et notamment les personnes autistes, dont on va parler plus tard. Et puis aussi, il y a des moments de la vie où on n'y est plus sujet. On sait que chez les jeunes adultes, dans les derniers chiffres que j'ai en tête en Europe occidentale, c'est à peu près 5% des personnes qui se sentent seules, au point que ça influe sur leur santé. Chez les personnes âgées, c'est x2, voire x3. Et c'est aussi x2, voire x3 chez les adolescents. Et donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on a dit avant sur cette période-là du développement, qui en plus l'adolescence, une période particulièrement critique dans le développement des personnes, qui est à la fois caractérisée par beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de vulnérabilité. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent à l'adolescence. C'est une période vraiment de bouleversement pour l'organisme physique, émotionnel, hormonal, identitaire. Et derrière tout ça, il y a des gros bouleversements aussi biologiques dans le fonctionnement cérébral. Il y a une grosse réorganisation cérébrale au moment de l'adolescence qui est comparable en intensité à celle qu'ont les tout petits enfants, les nourrissons, qui apprennent à une vitesse absolument prodigieuse. Et c'est ce qui fait notamment que on a par ailleurs au niveau social des réorganisations très importantes, et les relations sociales des personnes à l'adolescence se complexifient beaucoup, et ça rajoute donc beaucoup d'enjeux. Typiquement, les personnes passent d'une socialisation relativement simple et de façon privilégiée dans la famille à une socialisation avec les pairs, PAIRS, qui sont beaucoup plus complexes. Et donc c'est cette période où tout le monde doit avoir les mêmes baskets, où tout le monde doit avoir le même sac à dos pour se mettre à faire partie de ce groupe-là de personnes de pairs. Donc voilà ce que je vous ai dit sur l'adolescence, ce qui fait qu'on arrive à ce paradoxe où à la fois les enfants n'ont jamais été aussi puissants physiquement et aussi forts intellectuellement et cognitivement, et en même temps par rapport à l'enfance, il y a une mortalité, une morbidité qui augmente de façon dramatique parce qu'on prend des risques
parce qu'on a plus de conduite suicidaire, par exemple, parce qu'on a plus de pratiques sexuelles à risque, etc. Et je vous ai dit que j'allais vous parler un peu plus particulièrement d'autisme, ce qui nous préoccupe dans le projet pour lequel je suis venu aujourd'hui. Un petit rappel sur ce que c'est l'autisme. Je ne sais pas dans quelle mesure ça vous évoque des choses ou pas. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale qui va induire, c'est-à-dire c'est une particularité dans la façon dont le cerveau se développe. Dès très jeune, avant même la naissance et à partir de la naissance, et c'est quelque chose qui va affecter la façon dont le cerveau se développe et la façon dont le cerveau fonctionne de façon relativement stable. On met le diagnostic d'autisme à partir de 18 mois, donc c'est très jeune, 1 an et demi. À partir de 3 ans, ça devient un peu plus stable. Et on considère que c'est quelque chose qui est après relativement stable dans le fonctionnement de la personne. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas grandir, apprendre, faire leurs expériences, se développer, mais c'est un trait de fonctionnement qui va rester, qu'on considère relativement stable. Et ce trait de fonctionnement du cerveau, il va induire des particularités dans le traitement de l'information qui nous vient de l'extérieur, l'information qui nous vient de l'intérieur de notre corps aussi. Et ça va se manifester dans 2 grands domaines, 2 grandes choses qu'on observe chez ces personnes. C'est le domaine des intérêts et des comportements, de façon générale. Ce qu'on voit beaucoup, c'est dans le traitement de l'information sensorielle. C'est des personnes qui vont être souvent hyper réactifs à certaines informations, qui vont être particulièrement agressés par certaines lumières, certains sons, certaines sensations tactiles, certaines sensations internes, ou qui, à l'inverse, vont aller rechercher ces sensations-là et donc se stimuler particulièrement, par exemple en agitant les doigts devant les yeux comme ça, pour avoir une stimulation visuelle. Par ailleurs, ça c'est lié à un fonctionnement cérébral qui fait qu'il y a un besoin de prédictibilité particulièrement important, ce qui va se traduire par une certaine rigidité dans le fonctionnement des personnes. C'est des gens qui sont moins flexibles, qui ont un comportement assez routinisé et où il faut que les choses se passent d'une façon. Et si ça ne se passe pas comme ça, ça va produire une grande détresse parce qu'il y a ce besoin cognitif intrinsèque de prédictibilité. Et du coup, ce qu'on va avoir aussi, c'est des comportements répétitifs, notamment des comportements moteurs répétitifs, et puis des intérêts qui sont aussi assez répétitifs et qui prennent beaucoup de place dans la vie des personnes, jusqu'à devenir assez envahissants dans leur fonctionnement quotidien. Et typiquement, c'est des intérêts qui sont aussi assez inhabituels pour les personnes et qui vont souvent satisfaire ce besoin de prédictibilité. L'exemple le plus classique, c'est une passion pour les systèmes ferroviaires, les TCL, les transports en commun lyonnais, les réseaux de transport comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est très complexe, mais une fois qu'on y a accès, c'est très prévisible. C'est vraiment un système très bien organisé et qui du coup répond à ce besoin qu'ont ces personnes de prédictibilité. Et l'autre grand domaine dans lequel on observe des particularités, c'est un domaine de la vie dans lequel justement les choses ne sont jamais complètement prévisibles, c'est la communication et les interactions sociales avec les autres. On ne peut jamais vraiment prédire, les situations elles sont tout le temps nouvelles, il y a toujours quelque chose qu'on n'avait pas pu complètement anticiper qui arrive. Et donc ce qu'on observe, c'est dans la communication des difficultés à la fois dans la communication verbale et non verbale. Au niveau verbal, ça va être comment on fait pour discuter avec quelqu'un, comment on fait pour raconter quelque chose, comment on fait pour bien comprendre tout ce qui est sous-entendu mais qui n'est pas dit explicitement. L'humour, ce genre de choses. Et au niveau non verbal, on va avoir des particularités avec souvent une expression, une expressivité non verbale qui est un petit peu restreinte ou atypique. Vous voyez que là quand je parle, je vous regarde en même temps, je fais des gestes, je module mon intonation pour que ça participe tout ça de ma communication et ça c'est des choses qui sont souvent entravées chez ces personnes-là. C'est... Ça peut vous aider. Pour l'instant ça va. Ce qui va avec tout ça, c'est des difficultés à comprendre assez spontanément et facilement ce que les autres ont dans la tête. À comprendre ce que les autres pensent, ce que les autres croient, ce que les autres veulent, ce que les autres ressentent.
c'est pas une incapacité, mais ça se fait moins spontanément, et c'est des gens qui ont besoin d'apprendre ça de façon assez explicite, alors que la plupart des gens, ils apprennent sans s'en rendre compte que quand telle personne fait telle tête, c'est qu'elle est fâchée. Ou qu'elle est vexée, parce qu'il s'est passé ça avant, et qu'elle espérait qu'il se passe autre chose. Et donc tout ça, ça aboutit à des difficultés, parfois très importantes, pour établir, nouer et maintenir des relations sociales qui soient satisfaisantes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que il n'y a pas de particularité dans la volonté d'avoir des relations sociales, dans cette appétence-là, mais c'est des gens qui souvent ne savent pas comment on fait en fait. La plupart des gens, ils n'ont pas besoin d'apprendre explicitement comment on fait pour se faire des amis, par exemple. Comment on fait quand on arrive dans une fête. Il y a des choses à faire et il y a des choses qui ne se font pas. Et la plupart des gens comprennent ça de façon implicite. Ces gens-là, ils le comprennent de façon moins spontanée. Mais c'est pas un problème de motivation, et c'est là où on revient sur la question de la solitude, parce que justement, ces gens, ils veulent avoir des relations sociales, et non seulement, souvent, ils savent pas trop comment s'y prendre, mais en plus, ils sont souvent rejetés par les autres. Donc ça marche pas. Et donc, c'est des gens, notamment à l'âge adulte, qui se sentent nettement plus seuls que les autres. Et ça, quand on regarde dans le développement, c'est un écart qui se creuse au moment de l'adolescence, justement. Les enfants, dans les quelques études qu'on a, on ne perçoit pas beaucoup de différence entre des enfants autistes et des enfants neurotypiques, on va dire. Après, ça pose la question de comment est-ce qu'on se représente soi-même nos relations sociales, mais il y a cet écart vraiment important qui se creuse à l'adolescence. Pourquoi c'est important d'avoir en tête cette question de la solitude dans l'autisme ? Parce que on sait que l'autisme, c'est un prédicteur assez important de problèmes de santé mentale. L'autisme est associé à vraiment une fragilité de la santé mentale, ce qui va se traduire par des troubles anxieux beaucoup plus fréquents que dans la population générale, des troubles dépressifs beaucoup plus fréquents, et de façon assez dramatique, un risque suicidaire qui est beaucoup plus important, et il y a une surmortalité par suicide dans l'autisme qui est très nette, qui est indéniable. Mais ce qu'on sait aussi, normalement j'ai un petit schéma que j'aime beaucoup pour vous démontrer ça, c'est que ce lien de l'autisme vers la santé mentale, il n'est pas direct en fait. C'est pas en soi d'être autiste qui rend malheureux, c'est notamment médié, on appelle ça une médiation en statistique, c'est médié par ces difficultés à se connecter aux autres. Et quand on est autiste, on a des difficultés pour se connecter aux autres, et ça fragilise la santé mentale. Il y a une autre chose un autre élément qui détermine ce lien, c'est que quand on est autiste, on a beaucoup plus de risques d'être rejeté par les autres, notamment chez nos ados. La prévalence de la question du harcèlement scolaire, elle est absolument phénoménale et dramatique. Et d'ailleurs, pas nécessairement chez les ados qui ont des formes d'autisme les plus sévères et les plus handicapantes. Finalement, c'est aussi ceux qui sont un peu dans cette zone grise où on ne voit pas trop qu'il y a quelque chose de l'ordre du handicap, mais ils ont juste l'air bizarres en fait. Et c'est ceux-là qui vraiment sont les plus sujets au rejet des autres. Surtout à cette période-là où, comme je vous l'ai dit, il faut rentrer dans le groupe, il faut fonctionner un peu de la même façon que les autres. Ce qui va avec ça, c'est que c'est des gens aussi qui développent une mauvaise estime d'eux-mêmes, et donc évidemment que ça fragilise leur santé mentale. Et donc qui montrent des comportements qu'on appelle de camouflage ou de dissimulation, et c'est comme ça qu'on décrit tous les efforts que font les personnes pour ne pas montrer qu'elles ne sont pas normales, entre guillemets, des efforts qu'ils font pour paraître normales. Et ça, on sait que plus les gens font des efforts pour ça, pour se dissimuler, moins bien ils vont. Donc c'est pour ça qu'on est loin d'avoir une relation directe de l'autisme vers la santé mentale, et qu'il y a tous ces facteurs qui entrent en compte à l'interface de ça, et puis il y en a d'autres aussi. Donc c'est un peu dramatique de considérer ça, mais c'est bien de le voir aussi parce que on va pouvoir essayer d'agir là-dessus, sur ces facteurs-là. Autant l'autisme, très clairement, il y a plein de choses qu'on peut proposer aux personnes pour développer leur potentiel, mais on ne va pas changer leur fonctionnement. Je vous ai dit que c'était quelque chose qu'on concevait de façon assez stable. Une personne, elle va se développer de façon autiste, elle va garder, dans l'immense majorité des cas, un fonctionnement autistique. Mais typiquement sur la connexion sociale,
l'estime de soi, les comportements de dissimulation, là on peut essayer de faire quelque chose. Et une chose qu'on peut essayer de faire et qu'on essaye de faire nous, c'est de chanter ensemble. Et là j'avais une super vidéo à vous montrer pour vous illustrer ça, donc on va voir si on arrive à la voir. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent parmi vous? Ouais. En fait, ce que les gens qui chantent, dont je fais partie, décrivent beaucoup, et il y a des études qui le démontrent, c'est qu'ils démontrent un effet sur le bien-être qui est assez net, en fait. Et par quoi il passe notamment cet effet? C'est par le fait que quand on chante ensemble, ça nous connecte aux autres. Et il y a une très jolie étude dont je voulais vous parler qui va tout à fait dans ce sens-là. Et c'est une étude qui a travaillé avec des enfants de 4 ans. Et l'intérêt de travailler avec des enfants de 4 ans, c'est qu'ils ont encore été relativement peu exposés à tout un tas de normes sociales. Vous, des adultes, si on fait une expérience, on vous fait chanter pour voir ce que ça provoque chez vous, peut-être que ça va provoquer des choses parce que ça va vous rappeler tout un tas de choses, de moments où vous avez chanté ou de chants que vous avez vus, etc. Alors que les enfants jeunes, ils sont un peu moins sujets à ça. Et donc ce qu'ils ont fait, ces chercheurs en Allemagne, c'est qu'ils ont proposé à des binômes d'enfants comme ça, des petites activités, alors que c'est proposé sous forme de jeu, et ils ont constitué 2 groupes de 24 enfants. 24 enfants à qui ils ont proposé de jouer avec, ils ont fait une petite histoire, il faut s'occuper des grenouilles, qu'est-ce qu'elles font les grenouilles, et puis elles vont aller réveiller les autres grenouilles qui dorment encore dans la mare, etc. Et donc il y a toute une séquence de comportements, et dans lesquels ils leur font faire de la musique. Vous voyez qu'ils ont des petits bâtons pour faire de la musique sur les grenouilles, et puis ils marchent en rythme, l'adulte propose une démonstration, les enfants refont, ils chantent ensemble, etc. Et puis, à d'autres enfants, 24 enfants, ils ont proposé exactement la même chose, mais sans la dimension musicale. C'est-à-dire qu'ils font à peu près les mêmes mouvements, ils disent les mêmes choses, mais pas de façon synchronisée et pas en faisant de la musique. Et ils regardent s'il y a une différence entre ces 2 groupes sur des tests qu'ils ont conçus. Et le premier test, c'est un petit jeu comme ça, où vous voyez qu'il y a 2 enfants. Pareil, ils l'enrobent dans une histoire, ça a un sens, les enfants. Ils jouent, ils ont des balles chacun de leur couleur, et puis ils doivent l'amener ailleurs pour nourrir des bestioles, les poissons de l'étang, je crois. Et les enfants jouent à 2, et les chercheurs, ils ont truqué le jeu pour qu'il y en ait un, en fait, qui dysfonctionne. Et quand l'enfant commence à jouer, ça s'ouvre et les billes tombent par terre. C'est celui qu'ils ont appelé la victime. Et du coup, là, celui qui nous intéresse, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? L'autre, il peut amener ces billes-là. Il peut faire son jeu. Mais il peut aussi aider celui qui est ici. Il ne peut pas faire les 2 en même temps parce qu'ils ont fait en sorte que le truc où il doit amener les billes, il est loin. Donc, si cet enfant qui a les billes jaunes, il choisit d'aider celui qui a les billes rouges, ça lui coûte sur son propre plaisir à lui de jouer. Et ce qu'ils observent, c'est que les enfants qui ont fait une activité musicale avant, ils sont 2 fois plus nombreux à aider l'autre que ceux qui ont fait la même activité mais sans cette dimension musicale, sans chanter ensemble. Et ce qui est même encore plus joli, je trouve, c'est que quand ils regardent ceux qui n'ont pas aidé l'autre enfant, c'est tout cela. Ce qu'on voit là, c'est que ceux qui ont eu la musique, il y en a 10, ils n'arrivent pas à... c'est plus fort qu'eux, ils vont mettre leur propre bille, mais 70%, ils le font en s'excusant. Ce qui font qu'ils ont quand même une certaine conscience et une certaine préoccupation de l'autre et de la gêne que ça peut induire chez l'autre. Je suis désolé, j'y vais, mais voilà, désolé pour tes billes. Alors que dans ceux qui n'ont pas eu de musique, en fait, il n'y en a qu'un tiers qui s'excuse, et vous avez la moitié du groupe qui trace sans considérer l'autre. Donc ça va vraiment en faveur de cette hypothèse que la musique, ça sert à ça pour notre espèce. Ils ont fait une autre petite expérience avec ces enfants. C'est un jeu, je ne rentre pas dans les détails parce que je pense que l'heure tourne, mais c'est un jeu où il faut mettre des billes dans un tube, etc. Et puis il faut se déplacer de part et d'autre. Et en gros, c'est un jeu, soit on peut y jouer de façon individuelle, on met ses billes de l'autre côté, on va d'un côté, on va tirer la ficelle de l'autre côté pour gagner. Ou bien on y joue de façon collaborative, je prends tes billes, tu prends les miennes. Je mets tes billes dans ton truc à toi et c'est toi qui tires de l'autre côté, on n'a pas besoin de bouger.
Et ce qui montre là, pareil, c'est que le groupe d'enfants qui ont partagé une activité musicale, ils choisissent beaucoup plus de jouer de façon collaborative. Voilà, donc ça c'était des enfants qui se développent de façon typique. Pour en revenir à l'autisme, on ne sait pas vraiment ce que ça peut faire. On a quand même l'idée que du coup ça peut être particulièrement intéressant pour ces gens qui sont en difficulté dans leur lien avec les autres. Ce qui nous donne d'autant plus de raisons de penser ça, c'est que dans l'autisme, on sait qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de harcèlement qui fragilisent la santé mentale. Et il y a des études qui démontrent que d'avoir des relations sociales satisfaisantes, ça crée, c'est exactement ce que tu disais juste avant, ça protège en fait. Ça protège des effets négatifs du harcèlement sur la santé mentale. De la même façon, ce qu'on sait aussi, c'est que le stress a un impact négatif sur la qualité de vie, et d'avoir des activités de loisirs, ça va diminuer cette influence. C'est-à-dire que pour un même niveau de stress, la qualité de vie va être préservée quand on peut participer à des activités de loisirs qui nous plaisent. Donc on se dit que chanter pour ces personnes, ça pourrait être effectivement particulièrement intéressant, et c'est là où on arrive au projet qu'on mène à Lyon et dont je voulais vous parler plus particulièrement aujourd'hui. Alors j'ai aucune idée du temps qui me reste du coup avec tout ça. Ça va. Bon, ça va aller. Ce projet il s'appelle le Hacker. Donc c'est un chœur qu'on a constitué en partenariat entre l'hôpital du Vinatier, qui est l'hôpital de santé mentale de Lyon, dans lequel je travaille, et puis l'association La Voix est libre, l'Avélie, qui est une association de chant choral lyonnaise également. Et donc on a constitué un chœur en allant proposer à des adolescents de notre service de participer. 7 adolescents, voilà. 7 adolescents de Sunrise. Sunrise, c'est le service dans lequel je travaille, qui est spécialisé en neurodéveloppement. Et donc c'est des adolescents qui ont un diagnostic d'autisme, souvent d'autres diagnostics associés, de troubles du langage, de troubles de l'attention, de troubles du développement intellectuel éventuellement. Voilà, qui sont des ados qui ne sont pas hospitalisés, hein, qui sont suivis chez nous de façon ponctuelle, mais qui vont à l'école ordinaire. C'est des collégiens pour la plupart. Ils sont en collège ordinaire, mais dans des classes spécialisées le plus souvent. Et puis on les a mélangés avec des soignants du service dont je fais partie. Donc moi je suis orthophoniste, il y a des collègues infirmières, éducatrices spécialisées. Et puis on a fait venir aussi des choristes adultes qui ont une pratique du chant choral habituel, et parce qu'ils font partie d'un autre chœur plus large qui s'appelle les Phonipolis. Je ne vais pas m'en sortir. Et donc ce chœur d'adultes là, c'est des adultes tout venant sans diagnostic particulier. C'est une quarantaine d'adultes, de jeunes adultes. Et donc parmi ces 40 choristes, dont je fais partie également, il y en a 4 qui se relaient à chaque répétition, à chaque rencontre de ce chœur, pour participer à l'activité qui est proposée. Et ce qui est important, c'est que ces gens, on va les chercher dans des endroits différents, parce qu'on sait que, en fait, ça suffit pas juste de dire qu'on accueille tout le monde. On sait très bien que ces ados, ils seraient pas arrivés là spontanément. Donc on est obligé d'aller les chercher activement pour faire de la vraie inclusion. Mais une fois qu'ils sont là, par contre, tous ces gens qui arrivent d'horizons différents, ils se retrouvent dans la même position qui est choriste. Et on est là pour chanter ensemble. Et donc, ce qui va avec ça, c'est que ce chœur, il est dirigé pas par un orthophoniste, mais il est dirigé par une chef de chœur professionnelle, dont c'est le métier. Et donc, nous sommes réunis pour des répétitions toutes les semaines pendant 3 mois à peu près, durant lesquels nous avons travaillé un petit répertoire de chants a cappella, de la polyphonie, avec des canons comme vous avez fait là, et puis avec des choses plus compliquées aussi. Et puis jusqu'à donner 2 concerts publics dans la région lyonnaise, accessibles à tout le monde. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez que nous avons l'air extrêmement malheureux. Ça a l'air terrible comme expérience. Et je dis ça avec le sourire parce qu'en fait vraiment on a tous été surpris par la mesure dans laquelle tout le monde était satisfait de ce projet. C'est un projet qui avait vocation à avoir lieu une fois, qui est né en 2021. Et puis en fait tout le monde a fait des retours positifs, que ce soit nous les professionnels, les ados, les autres chanteurs, les parents des ados.
Et du coup, on a continué ce projet-là. On continue tous les ans, on continue actuellement encore. Et du coup, évidemment, ça nous a donné envie d'essayer de le pérenniser et ça nous a donné envie aussi d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Et donc maintenant, on s'engage dans une vraie démarche de recherche autour de tout ça. Là, j'ai mis ma casquette maintenant de chercheur pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, comment on peut l'améliorer, comment on peut le valoriser et éventuellement le diffuser. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais la première étape dans cette démarche de recherche, c'est de se demander comment est-ce que ça a été vécu, tout simplement par les gens. Et donc, après cette expérience de l'an dernier, on a fait des entretiens avec chacun des jeunes et avec leur famille pour qu'ils nous disent le plus exactement possible qu'est-ce que ça leur a fait. C'est une carte qui récapitule. On a fait des entretiens avec tous les jeunes, on a retranscrit tous les entretiens, on allait chercher toutes les idées qui ont été exprimées dans ces entretiens et on a regardé lesquelles revenaient. Donc là, je crois que celles qui sont représentées, c'est celles qui reviennent chez au moins 3 sur les 7. Et puis plus le trait est épais, plus c'est partagé parmi ces 7 adolescents ou leur famille. Et donc les 3 grands thèmes qui reviennent, c'est que c'est un dispositif qui confronte à des choses difficiles pour eux. Et ce qui revient beaucoup, c'est justement la question de l'intégration sociale. C'est des jeunes qui assez souvent rapportent avoir vécu du harcèlement à l'extérieur, donc ils sont particulièrement sensibles à ça. Il y a aussi eu ça fait jouer le regard des autres, du coup, évidemment. Et puis, il y a aussi eu des conflits à l'intérieur de ce groupe qui ont été difficiles à gérer. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il y avait des choses dans le dispositif qui ont fait qu'ils ont quand même pu participer et y prendre du plaisir. Et ce qui revient chez tous, c'est ce qu'on a vécu un peu ensemble, c'est le chant, à quel point ça facilite cette intégration sociale, parce que ça donne un moyen de se connecter aux autres qui est différent de ceux qu'on utilise habituellement. On a besoin de beaucoup de normes sociales, par exemple, que ces jeunes ont du mal à percevoir. Et là, ça donne un peu une façon alternative de se connecter aux autres. Ce qui revient beaucoup, c'est la question du collectif. Ils disent, j'ai pu y aller parce qu'on était en groupe, on était tous ensemble, on était comme les 5 doigts de la main, ils disent des choses comme ça. Et tout ça, ça marche ensemble. Ce qui relève aussi, c'est les attitudes du groupe, et notamment la façon dont la chef de chœur a mené le travail, le regard que ça induit chez les adultes qui participaient aussi à ce chœur-là. Où voilà, le message que dit un jeune, c'est dans ce groupe-là, on n'est pas là pour juger les gens. Et chacun peut être un peu comme il veut. Et c'est ce qui ressort aussi dans les bénéfices que ces jeunes perçoivent là à participer. Ce qui revient beaucoup, c'est la question de la santé mentale. Ils décrivent beaucoup de plaisir. Ça, cette question de la joie, elle ressort chez tous les participants. Et puis il y en a un certain nombre même qui décrivent que ça se généralise à leur humeur de façon plus générale. Ils disent je m'énerve moins vite, je suis plus tranquille. Et ce qui est lié à ça, c'est cette idée de se sentir à sa place. Et ça, c'est beaucoup les parents qui disent ça. On a un papa par exemple qui disait c'est là où elle se sentait enfin à l'aise. Ce qui va avec ça, c'est une autre chose que disent beaucoup les parents, c'est qu'ils étaient surpris en fait de leur enfant. Ils étaient surpris de voir ce que leur enfant était capable de faire et ils étaient fiers. Et là, je pense qu'on a une maman qui disait ça m'a fait de l'émotion parce que nous, on ne croyait pas qu'un jour il allait en arriver là. Et ce qu'ils disent ces adultes, c'est que ils sont tous contents en fait. Ils sont tous ou contents ou très contents. Ils ont plutôt tous envie de continuer. Ils trouvent tous ça enrichissant. Par contre, ce qu'on voit dans leurs commentaires un peu plus libres, c'est comme les jeunes, c'est que oui, ils ont pris beaucoup de plaisir, mais c'était pas tout le temps confortable. Ça confronte aussi à des choses difficiles. Ce qui revient beaucoup, c'est il y a des comportements que je comprends pas, je sais pas comment réagir, je savais pas comment m'y prendre pour communiquer. Et donc cet écart entre une espèce d'inconfort ou de difficulté auquel ça confronte et de l'autre côté quand même beaucoup de satisfaction et de plaisir, il est super intéressant parce que c'est vraiment caractéristique de situations où on va pouvoir apprendre. Parce que si tout est facile, on n'a pas grand chose à apprendre. Là il y a des choses difficiles, donc c'est des opportunités d'apprentissage dans lesquelles on va s'engager parce que ça nous fait plaisir. Voilà, donc les adultes aussi, quand on les laisse s'exprimer de façon un peu plus libre, ils rapportent vraiment ce pouvoir de la musique en fait de connecter des gens qui fonctionnent de façon très différente. Et puis, quand on leur demande, vous dites que ça a été enrichissant, mais en quoi ? Ce qu'ils décrivent
beaucoup, c'est que ça a amélioré leur représentation de l'autisme et qu'après ça, ils se sentent un peu plus à l'aise pour communiquer avec des gens qui fonctionnent de façon atypique. Dans leur représentation de l'autisme, ce qu'on voit dans ce qu'ils décrivent, c'est qu'ils ont des représentations qui s'élargissent un petit peu. On a quelqu'un qui dit, par exemple, je ne pensais pas que l'autisme était aussi large en termes de spectre d'émotions. C'est des représentations qui deviennent plus précises, mais aussi moins essentialisantes. Les gens sont aussi moins réduits à leur statut, à ce diagnostic d'autisme-là. On a quelqu'un qui dit, par exemple, autiste, oui, mais humain avant tout et des êtres de lien comme nous tous. Et puis, on a aussi une vision qui est donc plus précise de ces particularités, mais qui est aussi plus positive, et c'est vraiment ce vers quoi on va, c'est que c'est pas des gens qui ont quelque chose en moins par rapport à la moyenne, c'est juste des gens qui fonctionnent de façon différente. Et donc là, on voit des représentations vraiment, la plupart du temps, positives de ces particularités. Quelqu'un dit, je les ai trouvées extraordinaires dans leur singularité. Et ce qui est souligné assez souvent aussi, c'est que du coup, d'inclure ces personnes, de faire l'effort d'inclure ces personnes dans le groupe, ça rend le spectacle encore plus vivant, encore plus riche. Et ça, c'est une idée importante parce que ça veut dire que ce chœur, il ne fonctionne pas malgré les difficultés ou les particularités de ces jeunes, il fonctionne avec ces particularités. Et on ne va pas essayer de les contourner pour arriver à chanter ensemble, en fait on les exploite. Et ça c'est quelque chose que tout le monde décrit assez bien, c'est que même des choses qui peuvent être assez handicapantes dans le quotidien, par exemple des intérêts qui vont prendre plein de place, qui vont sortir à des moments où on ne les attend pas, des particularités sensorielles, tout ça, c'est vraiment venu nourrir la vie de ce groupe-là. Exactement de la même façon que tout à l'heure, vous m'avez dit que quand on chantait avec des voix différentes, ok, c'était plus dur, mais c'était plus beau aussi. Et ça, c'est vraiment ce que dit le paradigme de la neurodiversité. Je vais sauter. Donc la neurodiversité, je vous ai dit que ça désigne une diversité dans le fonctionnement neurocognitif de l'espèce humaine, ce qui inclut certains diagnostics, comme l'autisme, mais pas que. Et ce terme de neurodiversité, il est très à la mode, alors on entend un peu tout et son contraire à l'intérieur, il suscite aussi un certain nombre de débats, mais il désigne à la fois un mouvement social, un mouvement militant qui est porté par des personnes concernées, et une pensée sur cette neurodiversité, un paradigme théorique que ce mouvement va essayer d'amener et de défendre. Et cette pensée, c'est que cette diversité, c'est une expression de la biodiversité. Et que donc, en tant que telle, c'est des déviations à une norme qui ne sont pas des anomalies, et donc qu'il ne faut pas corriger, mais c'est des déviations qui sont tout à fait normales, qui sont tout à fait attendues. Et au-delà d'être attendues, d'être normales, elles sont même positives. Comme la biodiversité, c'est un facteur positif pour le vivant, la neurodiversité, c'est quelque chose qui apporte quelque chose à l'espèce humaine. Ce qui ne veut pas dire du tout que cette diversité, elle ne peut pas poser des problèmes aux gens dans le quotidien. Ça peut représenter des défis parfois vraiment majeurs pour certains individus ou pour certains groupes. Ça change par contre un peu la façon dont on va essayer de répondre à ces défis. Et donc c'est là-dessus que je voulais terminer sur finalement, c'est exactement le cœur finalement est une belle métaphore de cette idée de neurodiversité, c'est qu'un cœur, oui, un cœur, il produit quelque chose de joli, pas en essayant de faire chanter tout le monde exactement de la même façon, mais en exploitant la diversité à l'intérieur de ce cœur-là. Et c'est ça qui crée de la richesse. La seule chose, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas juste de mettre des gens comme ça dans une pièce pour que pouf, ça marche. Sinon, là, c'est plus de la polyphonie, c'est de la cacophonie. Ça ne marche pas. C'est le cas pour un chœur. Je pense que c'est le cas pour la neurodiversité. On a malheureusement dans un certain nombre de cas l'illustration avec l'école dite inclusive. Ça demande des efforts, ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande des ajustements répétés. Chaque individu doit s'adapter au groupe, le fonctionnement du groupe, on le réajuste en permanence en fonction des individus qu'il y a dedans. C'est des allers-retours comme ça qui prennent du temps. Mais ce que ça démontre, il me semble, c'est que c'est une énergie et des moyens qui valent le coup d'être investis, et qui valent le coup d'être investis pas juste pour ces gens
qui ont un fonctionnement singulier qui crée des handicaps, mais ça vaut le coup pour tout le monde en fait.